télévision aux informations crédibles. Député, 0 sénateur. L'UDPS ne maîtrise que 2 provinces dans le Kasaï, au niveau provincial. Et fort malheureusement, ils n'ont eu qu'un seul gouverneur, en dehors de leur fantasme, de leur fraude électorale pour le gouvernement. Ce ne sont pas des grands partis, ce sont des partis qui se cherchent. Et d'ailleurs, je pense que Bahati est mieux organisé que l'UDPS. Parce que Bahati, au moins, on sent qu'il prend au sérieux ce qu'il fait. Et les leaders de l'AFDC est plus structuré que les leaders de l'UDPS. Ce qui veut dire qu'en réalité, les gens qui prétendent être grands ne le sont pas. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Indépendance. Mais ils ont été surpris. Vous savez, nous sommes parmi les rares pays où on a senti qu'il y a eu des révolutions. Et cela nous a conduit à avoir ce que nous avons aujourd'hui. Le tout premier président n'a fait que 5 ans. Le deuxième a fait 32 ans. Il a été chassé comme un chien. Le troisième a fait moins de 4 ans. Le quatrième a fait 18 ans. Aujourd'hui, nous avons cette représentation du pouvoir que vous appelez, M. Félix, c'est que l'UDPS, certainement qu'il va faire 5 ans. Cela veut dire que chaque fois, il y a des donnes qui s'ajoutent. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Donc nous avons décidé de mutualiser les efforts avec des gens qui ne viendront pas combattre. Et ce qui est encore très grave, c'est fils Museveni et neveu à Kagame. Voyez-vous? C'est-à-dire que M. Félix, c'est qu'il signe des accords avec l'Ouganda. Il a fait appel aux militaires rwandais chez nous. Ils sont en train de combattre les ADF, qui sont aussi des Ougandais. Mais on demande aux Congolais de parlementer, de négocier avec le Tutsi, alors que les Ougandais ont les ADF ici, ils ne veulent pas négocier avec eux, alors que le Rwandais ont les FDLR chez nous, ils ne veulent pas négocier avec eux, mais ces deux pays voyous veulent nous demander à nous de négocier avec le M23, qui sont par ailleurs des étrangers. Et M. Félix, c'est qu'il est en train de gober ça. C'est comme un enfant qu'on amène c'est comme un mouton qu'on amène dans un abattoir et il pense. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Vous conviendrez à négocier comme ça? Est-ce que les gens comprennent au moins les triptyques qui constituent notre devise? Justice, paix, travail. Il n'y a pas de paix sans justice. Je préfère que nous restions en guerre éternellement que d'avoir une paix factice. Tant que les âmes de ceux qui ont été meurtris, ceux qui ont été tués par le Rwanda, n'auront pas droit à la justice, à la vengeance, pour moi, je considère que tout celui qui développe cette vision-là est contre la République. Très bien. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de cette émission. Mesdames et messieurs, c'est votre magazine Le Détail sur Profondeur Télévision qui revient encore pour décortiquer le grand sujet d'actualité qui reste dominé par la situation sécuritaire dégradante dans la partie est de la République démocratique du Congo. À travers diverses informations, nous apprenons la montée en puissance des FARDC qui avancent déjà vers Kiwanja et tant d'autres localités encore occupées par les rebelles M23 soutenus par le Rwanda. On va aussi revenir au cours de cette émission sur les élections. Vous avez vu à travers certaines images le président de la CENI, Denis Kadima, qui séjourne depuis la Corée du Nord, je crois, pour superviser les travaux de la production des kits électoraux. Est-ce que les élections auront-elles lieu dans le délai constitutionnel? On en parle au cours de cette émission. Sur ce plateau, je reçois M. Alain Bolodjoa. Il est président du parti politique Lèvons-nous et Bâtissons, le BAT en sigle. Bienvenue. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Mes salutations à tout le monde. Comment allez-vous? Oui, ça va. Dieu fait grâce, ça va. Est-ce que la dernière émission, on était en train d'aborder la question du conflit qui opposerait, j'utilise les conditionnels parce que ce n'est pas encore prouvé,
Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, est-ce qu'à ce jour, vous pensez que les relations entre les deux personnalités sont revenues au beau fixe? Je dirais non. Je dirais non, fort malheureusement. Peut-être que je vais vous surprendre. Je conseille aux deux personnalités que chacun fasse sa route. Ce n'est plus important pour l'instant qu'ils soient ensemble. Ah. Parce qu'apparemment, les divergences apparaissent importantes. Et je crois qu'il est temps pour eux de s'épanouir séparément. Probablement, il y aura des alliances circonstancielles qui pourront se faire, mais que chacun fasse sa route à sa manière. Parce que j'ai vu une lettre de l'ECD invitant les gens à participer à une certaine marche le 13. La date coïncide avec le retour du président Martin Fayoulou. Mais dans les affiches, je vois, on met en évidence la Mouka. Quelque part, je trouve que c'est pas... Martin Fayoulou, les nouveaux coordonnateurs de la Mouka. Non, mais bien évidemment, Martin Fayoulou, le coordonnateur de la Mouka n'est pas constituée essentiellement des décidés. Il fallait qu'il y ait au moins consultation pour ne pas donner une mauvaise image. Voyez-vous, je constate que le mal est plus profond que l'on le pensait. Et il est temps pour les deux leaders de prendre des chemins séparés. En termes clairs, le divorce entre les deux personnalités est consommé. Bon, je crois plutôt que la Mouka n'a plus sa raison d'être. Voilà. Les élections approchent, la coalition de la Mouka, c'était une coalition purement électorale. Est-ce qu'on va aller aux élections comme ça, en ordre dispersé? Non, je crois qu'il faut faire la part des choses. Au départ, la Mouka était une plateforme politique, électorale, politique. Maintenant, là, il fallait réfléchir sur comment en faire une plateforme électorale. Alors, lorsque vous avez deux personnes qui ont des ambitions les mêmes des ambitions, il leur sera difficile de cohabiter dans un même espace. Parce qu'en voyant M. Mouzito, il veut effectivement être candidat, c'est-à-dire qu'il considère qu'il ne peut plus être derrière quelqu'un. Et de l'autre côté, M. Martin Fayoulou, qui considère qu'il a déjà fait les pas, et il voudrait réitérer son exploit, parce que c'était lui qui était l'élu en 2018. Il a été accompagné par d'autres, et donc il voudrait être candidat. Et fort malheureusement, cette fois-là, il sera candidat peut-être le seul candidat pour le compte des décidés. Alors qu'en réalité, il fallait... Sa propre candidature. Il fallait... Tous sont des candidats à la candidature. Personne n'est candidat parce que l'électorat doit se convoquer 3 mois avant la fin du mandat. Donc moi, je considère qu'ils sont en droit d'aller dans ce sens et chacun puisse... S'il y aura coalition électorale, que cela se fasse au moins lorsque tout le monde aura déposé sa candidature. Voilà. Très bien, on va parler du processus électoral. La CENI continue de réceptionner les différents outils qui vont lui permettre d'organiser les élections. Denis Kadima séjourne à Séoul également pour superviser la production des kits électoraux. Est-ce que ce sont des garanties pour... Ce sont des garanties pour permettre à l'opposition de dire que les élections auront bel et bien lieu dans les délais? Bon, je crois que si nous étions un pays normal, on n'allait même pas réfléchir en termes de l'opposition, on allait plutôt réfléchir en termes de loi, c'est l'opposition en termes de programmation. Non, mais pourquoi les gens du pouvoir ont cette confiance aveugle? C'est-à-dire qu'eux n'ont rien à revendiquer, ils pensent que tout va bien. C'est quand même suspect de voir qu'on organise un challenge, il n'y a qu'un camp qui se plaint et l'autre pense que tout va bien. Donc quelque part, il comprend que tout ce qui s'est fait, c'est fait pour lui. C'est tout de même surprenant parce que lorsque vous êtes en compétition, il faut que l'on sente que les deux camps exigent assez que les choses se fassent mieux. Ce qui est important de retenir, c'est que l'opposition n'est pas la référence. La référence, c'est la loi. La référence, c'est la pratique. La référence, c'est la coutume. Ce n'est pas de prendre seulement ce que l'opposition dit. Et d'ailleurs, pour que l'opposition donne un avis assez technique et favorable, elle doit se rassurer du respect d'abord de la Constitution et de la norme. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous sommes en train de naviguer à vue.
La dernière fois que nous avons fait l'émission avec vous, vous avez mis en exergue l'impératif d'avoir un calendrier électoral. Et je crois que Nanga Junior avait pris la résolution. Nanga Junior, c'est qui? Nanga Junior, c'est lui qui fait office du président de la CENI. Nanga Junior a pris la résolution de publier les calendriers électoraux. Alors, la question que nous devons tous nous poser, où en sommes-nous? Est-ce qu'il y a un calendrier qui a été publié? Ça viendra. Oui, voilà. Ce qui veut dire qu'on n'est pas dans la norme, on est dans le sensationnel, on est dans le militantisme. Parce que l'achat des équipements, la commande des équipements, leur déploiement sont des actions qui doivent être alignées dans le cadre des opérations préélectorales. Et fort malheureusement, ça n'apparaît pas dans le calendrier. Et puis deuxièmement, ils n'ont pas de budget en tant que tel. Ce qui sous-entend que les choses ne sont pas faites. Le ministre des Finances nous a dit que la CENI avait déjà acquis une affaire de plus ou moins 300 millions de dollars. Oui, mais ce monsieur n'est pas assez crédible parce que lui-même n'est pas assez honnête. L'argentier de la République. Non, il peut être argentier, mais ne pas être sérieux dans ce qu'il fait. Il a occasionné combien de manques à gagner, il a dépensé combien d'argent, il est cité dans beaucoup d'affaires en matière d'argent. Donc pour moi, je considère qu'il n'est pas digne de confiance et tout ce qu'il dit n'a aucun sens. Et d'ailleurs, sur base de quel document technique il a su décaisser cet argent? Pourquoi avoir décaissé plus de 300 millions de dollars alors que le budget de la CENI n'a pas été validé au niveau du Parlement? Et déjà, il n'y a pas de budget de la CENI, du processus électoral, qui soit présenté au niveau du Parlement. Donc, quelque part, je me rends compte que tous ces gens-là ne sont pas sérieux. Et je crois que la solution est la meilleure, reste l'article 64. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à aller aux élections? Parce que jusqu'à ce jour, l'opposition continue de revendiquer les consensus autour de ces bureaux, la loi électorale qui doit être révisitée. Alors, est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à participer aux élections et à les gagner même? Bon, je crois que ça dépend, parce que déjà, l'opposition n'est pas un parti politique. Ce sont les partis et regroupements qui doivent s'organiser pour être prêts aux élections. Ce n'est pas l'opposition. Même le pouvoir n'est pas prêt. Il suffit seulement de voir le comportement ou les attitudes. Kabouya vous a dit que l'UDPS était... Il est trop insignifiant pour en parler. Mais ce qui est vrai... C'est le secrétaire général du parti présidentiel. Oui, mais le parti présidentiel n'est pas un mécanisme, un moyen de jauger la capacité de ces partis à gagner aux élections. Il suffit seulement de voir comment ils fonctionnent, comment ils sont organisés, pour vous en rendre compte. Qui peut aujourd'hui considérer l'UDPS comme un parti au pouvoir? On ne sent rien du pouvoir dans l'UDPS. C'est juste un club d'amis qui accompagnent leur chef, leur gourou tribal. Il n'y a rien de substantiel et je pense qu'aucun parti n'est prêt pour aller aux élections. Il suffit seulement de voir dans nos quartiers, dans nos rues. Prenez l'exemple de l'UDPS. Ne fût-ce que le siège du parti pose problème. Quelle est l'organisation? Ça pose problème en quoi? Non, mais le siège du parti pose problème. Ils ont essayé de faire des travaux, mais ils ont déjà des problèmes pour déboucher leurs toilettes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la carrure d'un parti politique du pouvoir. Il suffit de voir dans nos districts, dans ces districts, prenons le cas de Kinshasa, dans nos communes, qui peut me donner la cartographie des sièges de l'UDPS? Il n'y en a pas. Quels sont les candidats potentiels de l'UDPS que vous connaissez? Ils n'en ont pas. Kabouya lui-même, c'est un potentiel candidat. Non, mais il peut être candidat, mais un candidat pour rire. Kabouya candidat, oui, mais un candidat pour rire. Combien de candidats voyez-vous dans l'UDPS qui peuvent challenger avec les autres? Ils sont nombreux, mais Peter Kazadi, non, mais Peter Kazadi, oui, il sera candidat député, il sera candidat député provincial. Vous prenez Mbata, certainement, qui pourra être élu cette fois-ci, parce que nous savons comment ils se sont organisés pour être là où ils sont. Alors, au finish, vous n'allez citer que 12-13, alors qu'en réalité, il fallait déjà envisager plus de 300 députés nationaux et plus de 500 députés provinciaux. C'est ça le principe de la loi. L'UDPS avait aligné plus de 400 députés. Non, mais ils n'en ont fait sortir que moins de 30.
Voyez-vous? Ils ne valent rien. Il n'y a aucun grand parti dans ces pays. Il n'y a aucune grande organisation politique dans ces pays. Nous nous cherchons, nous tous. Personne ne peut prétendre aujourd'hui. Même pas la FDCA. Aucun parti dans ces pays est capable de se dire être grand parti. Il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a aucun parti qui n'a atteint 10% en dehors peut-être du PPRD avec le maquillage qu'il y a eu. C'est pas sérieux. C'est-à-dire que nous devons... C'est considéré grand parti. Non, mais sur le plan quantitatif, on considère un grand parti par rapport au nombre d'adhérents, par rapport au nombre de sièges. Sur le plan qualitatif, c'est la production. Depuis que l'UDPS est l'UDPS n'a jamais produit un seul document d'intelligence. Aucun, en dehors des statuts du règlement intérieur. Ils n'ont rien. Alors, en quoi sont-ils grands? Allez voir dans d'autres pays, vous avez des partis politiques qui touchent pratiquement dans les 40% des sièges. Chez nous, il n'y a aucun parti qui a 10% en dehors du PPRD. Ce n'est pas sérieux, ils ne sont pas grands, mais ils veulent justement vous présenter comme s'ils sont grands. Parce que le PPRD, d'après la présentation, ils peuvent avoir dans les 67, sans compter leur mosaïque. L'UDPS n'a même pas 50 députés, 0 sénateur. L'UDPS ne maîtrise que 2 provinces dans le Kasaï, au niveau provincial. Et fort malheureusement, ils n'ont eu qu'un seul gouverneur, en dehors de leur fantasme, de leur fraude électorale pour le gouvernement. Ce ne sont pas des grands partis, ce sont des partis qui se cherchent. Et d'ailleurs, je pense que Bahati est mieux organisé que l'UDPS. Parce que Bahati, au moins, on sent qu'il prend au sérieux ce qu'il fait. Et les leaders de l'AFDC est plus structuré que les leaders de l'UDPS. Ce qui veut dire qu'en réalité, les gens qui prétendent être grands ne le sont pas. Voyez-vous? Très bien. Alors, à ce jour, comment vous vous organisez au niveau de votre parti pour les élections de 2023? Non, nous ne sommes pas dans cette logique-là, justement parce que nous savons qu'on est en train de préparer, de concocter une fraude électorale. Nous sommes plutôt dans l'approche de la révolution. Mais si la majorité de nos membres considèrent que nous devons aller à ces élections, il ne doit pas compter sur moi parce que je ne vois rien de bon en sortie. Vous-même, président, vous n'allez pas batailler? Non, mais je vous dis, je ne vois rien de bon en sortie parce que le décor est déjà planté pour accompagner M. Félix Tshisekedi. Heureusement pour nous, il y a des prophéties qui disent le contraire. Mais ce qui est vrai, on ne peut rien attendre de ces élections organisées par un descendant de Nanga. Ça ne servira à rien. C'est-à-dire que votre position par rapport aux élections... La révolution, article 64. Ça va se passer comment? Non, mais la population doit se prendre en charge et mettre Félix Tshisekedi hors d'état de nuit. C'est constitutionnel. On a entendu cette population agir quand il s'agissait de la fin du mandat de Kabila. Non, mais apparemment, les gens pensent que la population aura la même attitude, aura la même philosophie chaque fois. C'est comme ça que l'homme blanc pensait que les Congolais n'allaient pas revendiquer pour l'indépendance. Mais ils ont été surpris. Vous savez, nous sommes parmi les rares pays où on a senti qu'il y a eu des révolutions. Et cela nous a conduit à avoir ce que nous avons aujourd'hui. Le tout premier président n'a fait que 5 ans. Le deuxième a fait 32 ans. Il a été chassé comme un chien. Le troisième a fait moins de 4 ans. Le quatrième a fait 18 ans. Aujourd'hui, nous avons cette représentation du pouvoir que vous appelez M. Félix Tshisekedi au l'UDPS. Certainement qu'il va faire 5 ans. Cela veut dire que chaque fois, il y a des donnes qui s'ajoutent. Ce n'est pas la même réalité. Si on avait une progression linéaire, on pouvait comprendre que chaque président doit faire autant de temps. Ça varie selon les temps, selon les circonstances. Et je suis sûr et convaincu que cette fois-ci, personne n'acceptera d'avoir un monsieur comme Félix Tshisekedi à la tête de pays, surtout pour faire 10 ans. Très bien. Alors, une dernière question avant de parler de la sécurité de l'Est. Au niveau de certains leaders de l'opposition, il faut carrément révisiter la loi électorale, il faut un consensus autour du bureau de la CENI, ou soit il faut carrément mettre de côté tous ces bureaux. Est-ce que vous ne pensez pas que cette démarche va dans le sens de donner à Félix Tshisekedi la possibilité de glisser, s'il doit aujourd'hui faire marche arrière et puis s'incliner par rapport aux revendications de l'opposition? Bon, moi je ne suis pas là pour répondre en lieu et place de ceux qui prétendent être dans l'opposition. Mais moi je pense qu'il faut d'abord qu'il y ait révolution.
il faut chasser M. Félix Tshisekedi et toute sa cohorte. Deuxième étape, convoquer un congrès fondateur pendant la transition pour que nous arrivions effectivement à présenter un nouveau pacte social. Parce que ce qui est vrai, lorsque vous analysez le système politique en tant qu'un ensemble d'éléments qui interagissent, lorsqu'il y a des éléments malicieux, il y a un blocage au niveau du système, qu'est-ce que l'on fait? Il faut faire partie, il faut enlever les éléments malicieux. Lorsque vous enlevez les éléments malicieux, vous replacez le système, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la même réalité que nous connaissons dans nos machines, avec nos ordinateurs. Lorsqu'un ordinateur devient infecté, la machine devient lourde. Et qu'est-ce que l'on fait? Très souvent, on installe soit l'antivirus, soit on réinstalle le logiciel. C'est ça la réalité du Congo. Le Congo apparaît bloqué. Il faut réinstaller le logiciel. Il faut prendre un nouveau Windows adapté aux réalités actuelles et comme ça la machine va continuer à fonctionner normalement. Ça ne servira à rien d'ajouter d'autres programmes alors que la machine est déjà infectée. Est-ce que le problème du Congo c'est un problème d'homme ou c'est justement un problème... Un problème du système. Alors, mais il faut enlever les éléments majeurs du système pour redonner la chance à l'organisme de fonctionner. C'est un problème de système, alors il faut laisser Félix Tshisekedi tranquille. Non, c'est un élément du système. On a fait croire aux gens à un moment donné que Mobutu c'était les problèmes du Zaïre. Non, les gens n'ont pas bien réfléchi. J'ai dit aujourd'hui c'est aussi non, après la réinstallation du logiciel, on va mettre en place des programmes. C'est la même réalité. Après avoir fait partie de M. Félix Tshisekedi, on va convoquer un congrès fondateur. Le congrès fondateur, c'est pour la refondation de l'État. On va refonder l'État sur de nouvelles bases. J'ai suffisamment été clair. Qu'est-ce qui garantit les Congolais aujourd'hui qu'une fois Félix Tshisekedi quitte le pouvoir, que celui qui viendra après lui fera mieux? Non, attention. Faire partie de M. Félix Tshisekedi, pour le faire partie, ce n'est pas une solution. Mais s'il part par la révolution, tout celui qui viendra après saura que la population ne sera plus intransigeant, ne sera plus complaisant par rapport à la problématique de la gouvernance. Mobutu ça, c'est différent. Par la révolution. Non, Mobutu est parti par une révolution militaire. Ça n'a jamais été une révolution populaire. Très bien, on va parler de la situation sécuritaire. Très bien, on prend le deuxième thème de l'émission pour parler cette fois-ci de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Alain Bolojwa, je suis de nouveau à vous. Vous avez pendant longtemps milité pour le départ de Vincent Karega. Il est parti. Félix Tshisekedi a fait savoir au cours de son dernier message à la nation que l'option diplomatique semble échouer, bien qu'il ne s'est pas prononcé ouvertement en faveur d'une guerre. D'une manière globale, comment analysez-vous à ces jours l'évolution ou, je ne sais pas moi, la dégradation de la situation au niveau de l'Est? Bon, je crois que peut-être que je ne m'étais pas bien fait comprendre. Il ne suffit pas seulement de faire partie d'un ambassadeur. Il faut aussi tenir compte de l'environnement, c'est-à-dire des éléments qui entourent le problème. On peut faire partie d'un ambassadeur et le remplacer par un autre. On peut faire partie d'un ambassadeur et laisser l'ambassade fonctionner normalement. Parce que les gens pensent que faire partie d'un ambassadeur, ça serait la solution. Non. Il fallait fermer l'ambassade, il fallait casser la coopération avec les relations diplomatiques avec le Rwanda. C'est ce qui a été fait? Non, non, ça n'a pas été fait. On n'a pas rompu les relations. L'histoire des Rwandais. On n'a pas rompu. Non, pourquoi prenez-vous les risques de faire confiance à un monsieur comme Félix Tshisekedi? C'est le président de la République. Non, mais il peut être président, mais il n'est pas assez crédible. Comment ça? Non, ne pensez pas que tous les présidents méritent la confiance du peuple. M. Félix Tshisekedi n'a jamais été sincère. Il vous souviendra que lorsque la population était dans l'euphorie pour faire mettre fin à la création de la commune de Minembwe, il est venu, il a fait des promesses. Ces promesses n'ont jamais été réalisées. M. Félix Tshisekedi vous a dit, pour résoudre cette problématique-là, il fallait mettre en place une commission constituée essentiellement des experts non originaires de zones, de groupes en conflit. Fort malheureusement, jusque-là, cette commission n'a jamais été mise en place. Ce qui veut dire que pour moi, il n'est pas suffisamment, il n'est pas crédible en fait. Deuxième élément. M. Félix Tshisekedi vous avait dit à tous les Congolais
qu'il n'allait pas signer des accords avec les agresseurs du pays. Attention. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Que le 1-23 était soutenu par le Rwanda. Ce qui veut dire que le Rwanda était aussi agresseur. Cela ne lui a pas empêché de signer des accords avec cet agresseur-là. Ça, c'est M. Félix Tshisekedi. Parce qu'ils viennent d'être au niveau de l'Angola. Ils ont signé 2 accords, l'accord de Nairobi, l'accord de Luanda, et ils viennent encore de réitérer leur volonté de continuer à respecter cet accord-là. Tout en sachant que le 1-23 ont pour base arrière le Rwanda et l'Ouganda. Cela veut dire que M. Félix Tshisekedi n'a pas respecté sa parole. Aujourd'hui, il vous dit qu'il a chassé l'ambassadeur rwandais. Oui, nous l'avons vu sortir de notre pays. Mais c'est que vous n'arrivez pas à dire à l'opinion que l'ambassade continue à fonctionner normalement. Nos frontières jusque-là ne sont pas fermées. Ce qui veut dire qu'il n'est pas sérieux dans ce qu'il dit. Alors, comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui ne sait même pas respecter sa propre parole? Au moment où nous parlons, le Rwanda est en coopération, est en relation diplomatique avec l'État congolais. Vous avez suivi certainement comme moi le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. Il a dit, heureusement pour nous, bien qu'on a chassé l'ambassadeur, heureusement pour nous, nos ambassades continuent à fonctionner. Il y a encore possibilité que nous continuions le pourparler. Ce qui a fait que M. Félix Tshisekedi a envoyé ses émissaires au niveau de l'Angola pour voir l'éventualité d'appliquer cet accord qui est contesté et contestable. Alors, ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi n'est pas sincère. Par rapport à la situation des opérations dans la partie Est, je crois que notre désir à nous tous, c'est que nous arrivions effectivement à avoir une armée forte. Cette armée forte passera impérativement par des réformes profondes, pas seulement en termes de l'armée, mais même au niveau des finances publiques, pour que nous arrivions effectivement à avoir une armée de dissuasion capable de faire face aux attaques de l'ennemi. Pas une armée qui subit, mais une armée qui impose le respect. Est-ce que l'arrivée des troupes de l'EAC n'est pas rassurante? Bon, je vous dirais plutôt que M. Félix Tshisekedi est en train de vous amener, vous qui croyez en sa bonne foi, justement vers un guet-apens. Peut-être que les gens ne savent pas. EAC est constitué essentiellement de pays où la classe politique est essentiellement constituée des nilotiques. Et ils ont tous, sans exception, développé la vision Imatuchi. Cette vision est portée par près de 7 pays. Mais ils ont mis en place un mécanisme pour financer le Tutsi Powers. Cette structure-là, diabolique, a comme capital financier l'apport de tous les États membres de EAC. Allez-y, faites les recherches. KCB, Banque Kenyan Commercial Bank. C'est une banque kenyane où les 5 autres pays sont actionnaires. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à financer tout ce qu'ils font comme lobbying afin de faire valoir leur vision ou faire connaître leur vision. Cette fameuse banque, pour faciliter les opérations au niveau du Congo, est arrivée à racheter la banque Tembe. Près de 85% de parts ont déjà été achetées. Ce qui reste au reste du monde, c'est 15%. Donc, M. Félix Tshisekedi est allé vers le Kenya, peut-être par, bon, je ne dirais pas par naïveté, peut-être par bonne foi. Mais il ne comprenait pas que le Kenya est derrière. Et lorsque j'ai parlé, j'ai développé ça, les gens ne me croyaient pas. Mais il lui fallu que le pasteur de M. Félix Tshisekedi, pasteur Roland Dalo, puisse mettre en exergue ce que lui prétend avoir reçu comme vision ou comme prophétie par rapport à l'éventualité de l'assassinat de M. Félix Tshisekedi.
C'est comme ça que les gens ont commencé à m'appeler. Mais apparemment, tu avais... Non, ce n'est pas parce que lui l'a dit. Ça, c'est un rapport des services. C'est-à-dire que même s'il ne parlerait pas de prophétie, c'est un rapport de service. Les services savent pertinemment bien que le pays de l'Est voulait assassiner M. Félix Tshisekedi. Alors, comment peut-on prendre les risques de faire confiance à un monsieur comme ça? Vous allez vous livrer entre les mains du diable. Ce sont le même pays qui veulent déstabiliser la République démocratique du Congo. Vous allez comme ça signer, vous entrez dans une organisation. D'ailleurs, eux-mêmes ont connu beaucoup de problèmes pour arriver au stade où nous en sommes aujourd'hui. Parce que justement, ils savaient qu'ils avaient d'autres visées. Et aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi est allé se livrer entre les mains de ces gens. Voilà pourquoi nous l'avons dénoncé. Et lui, ne comprenant pas, il pense que tous ces gens-là viendront. Et d'ailleurs, vous avez tous suivi les généraux qui étaient répartis. Le général de Kenyan, le général des brigades. Il avait dit clairement qu'il ne venait pas pour combattre le M23, mais plutôt pour constituer une zone tampon. Et l'autre, c'est le fils Museveni qui nous dit clairement qu'il n'est pas question de combattre le M23, parce que c'est des gens qui revendiquent les intérêts tout en République démocratique du Congo. Oui. Alors que nous avons décidé de mutualiser les efforts avec des gens qui ne viendront pas combattre. Et ce qui est encore très grave, c'est fils Museveni et neveu à Kagame. Voyez-vous? C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi signe des accords avec l'Ouganda. Il a fait appel aux militaires rwandais chez nous. Ils sont en train de combattre les ADF, qui sont aussi des Ougandais. Mais on demande aux Congolais de parlementer, de négocier avec le Tutsi, alors que les Ougandais ont les ADF ici. Ils ne veulent pas négocier avec eux. Alors que le Rwandais ont les FDLR chez nous. Ils ne veulent pas négocier avec eux. Mais ces deux pays voyous veulent nous demander à nous de négocier avec le M23 qui sont par ailleurs des étrangers. Et M. Félix Tshisekedi est en train de gober ça. C'est comme un enfant qu'on amène c'est comme un mouton qu'on amène dans un abattoir et il pense avoir bien réfléchi. C'est quand même ridicule. Pourquoi n'avoir pas mis beaucoup de moyens dans notre armée? C'est ce que Fayulu a dit sur TV5. Non, mais moi je le disais souvent. Peut-être que vous ne voulez pas me suivre, vous ne vous souvenez que M. Fayulu. Est-ce que pouvez-vous comprendre que l'État congolais a des engins ici qui sont en panne? Est-ce que vous savez que l'État congolais ne veut pas payer le fournisseur de l'armée? Au moment où je vous parle, le fournisseur de l'armée ne sont pas payés. Et j'en ai parlé, ça fait pratiquement 2 ans, jour pour jour. Mais lorsqu'on a pris ces avions qui étaient en panne, on les a réparés. On a vu le meeting aérien qu'ils ont effectué là. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à mettre fin à ces situations de M23 et les autres groupes armés, c'est justement parce qu'il n'y a pas la volonté politique. Et d'ailleurs, je tiens à préciser ici, parce qu'avec l'évolution des choses, les gens risquent de croire que M. Félix Tshisekedi avait initié l'état de siège, avait décrété l'état de siège pour mettre fin au M23. C'était quoi la raison alors? Non, c'était pour traquer les autres groupes. Traquer les autres groupes armés. Le M23 se sont ajoutés après. Alors, on veut vous dire que si on arrive à mettre fin au M23, on atteint l'objectif. Non. Les autres groupes armés sont en train, continuer encore à créer désolation dans le chef de la population. C'est-à-dire que c'est vraiment un malheur d'avoir un monsieur comme Félix Tshisekedi à la tête du pays. Très bien. Alors, comment justifiez-vous aujourd'hui ou comment expliquez-vous la position de la SADC que dirige d'ailleurs Félix Tshisekedi, la SADC qui s'est réunie ici à 2 reprises? Félix Tshisekedi a demandé le soutien de ses pairs, mais aucun pays ne s'est manifesté. Dans l'entretemps, c'est plus l'EAC qui est en mouvement. Est-ce que c'est de la frustration dans les camps de la SADC qui estiment que nous avons un président qui ne se focalise pas sur nous et il préfère plutôt aller traiter ces questions avec ses voisins qui de temps en temps viennent l'infiltrer? Bon, je crois que c'est ça la bonne analyse. C'est justement parce que M. Félix Tshisekedi a fait preuve de beaucoup de maladresse. Parce que pour lui, il se disait qu'il ne pouvait pas compter sur la Tanzanie parce que la Tanzanie aurait de bonnes relations avec Kabila. Il pensait que l'Angola, c'était la même chose. Le Zimbabwe également, parce que le Zimbabwe soutenait le père. Alors lui voulait aller vers l'Est parce que c'est là où on considère comme ventre mou.
M. Félix Tshisekedi s'était déjà compromis avant même qu'il prenne le soin de mettre en place une politique diplomatique. Il avait déjà signé des engagements avec le Rwanda. Il avait déjà signé des engagements avec l'Ouganda. Parce que lui cherchait à légitimer son pouvoir. Alors, il a tourné le dos à la SADC. Et c'est pendant qu'on lui disait, en 2022, c'est vous qui serez président. C'est comme ça qu'il est revenu. Parce qu'il considérait que la SADC ne pouvait rien lui apporter. Or, la SADC pouvait faire quelque chose. D'ailleurs, c'est la SADC qui a permis à l'État congolais de faire le M23 en 2013. Ce qui veut dire que la SADC pouvait nous accompagner dans ce sens. Parce que justement, les pays membres de la SADC, dans la plupart des cas, ne sont pas directement liés au conflit qu'il y a dans cette partie. Exact. Et eux-mêmes aussi sont en conflit avec le Rwanda et l'Ouganda. Voyez-vous? C'est-à-dire que là, ce sont des maladresses de M. Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, il est président de la SADC. Le jour où il avait reçu le flambeau, il a fait semblant de dire que depuis qu'il est là, depuis qu'il est président, ne fût-ce qu'une seule déclaration. Parce que lui, en tant que président de la SADC, il peut condamner ce qui s'est fait. Pas en tant que président de la République, mais plutôt en tant que président de la SADC. Il pouvait aussi influencer ou pousser les autres membres à venir le soutenir parce que c'est lui qui a la présidence. Il a été président de l'Union africaine. Il n'a rien fait pour le Congo. C'est le président de CAC. Il n'a rien fait pour le Congo. Le président de la SADC, il n'a rien fait pour le Congo. C'est-à-dire que M. Félix, c'est qu'il ne travaille pas pour le Congo, mais il travaille plutôt pour ses propres intérêts. L'essentiel pour lui, c'est d'élargir son CV. Et fort malheureusement, un CV qui commence par la présidence, qui va se terminer par la présidence. C'est quand même ridicule. Alors, pour Martin Fayulu, il faut aller négocier ou dialoguer avec le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda et non avec le M23. Alors moi, je me demande, on va aller dialoguer avec ces trois pays sur base de quoi? Quel est le problème qui nous oppose à ces trois États? Bon, je crois que tout c'est lui qui développera l'idée d'aller négocier avec le Rwanda, l'Ouganda. Je le considérerai comme un traître. Nous ne pouvons pas négocier avec ces bandits-là. Nous devons plutôt nous réarmer, d'abord mentalement, avoir un leadership clairvoyant, capable d'imposer notre marque au niveau africain, parce que nous étions une grande nation. Il y a peu. Ce n'est pas de l'histoire. Il n'y a pas longtemps, le Congo était la plaque tournante de l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus la rusée, parce qu'il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Vous voulez demander à l'État congolais d'aller négocier avec le Rwanda. On va négocier quoi? On va négocier d'oublier tout ce que nous avons enregistré comme mort dans ce pays. On va se dire quoi d'abord? On va négocier quoi? On va oublier tout ce qu'on a connu comme affre de guerre dans ces pays, l'humiliation que nous avons connue. On a tué nos enfants, on a violé nos femmes. Pensez-vous qu'on viendra négocier comme ça? Est-ce que les gens comprennent au moins les triptyques qui constituent notre devise? Justice, paix, travail. Il n'y a pas de paix sans justice. Je préfère que nous restions en guerre éternellement que d'avoir une paix factice. Tant que les âmes de ceux qui ont été meurtris, ceux qui ont été tués par le Rwanda, n'auront pas droit à la justice, à la vengeance, pour moi, je considère que tout celui qui développe cette vision-là est contre la République. Très bien. Appel à l'unité nationale. La diplomatie a échoué. Félix Tshisekedi n'a pas clairement défini ce qu'on va faire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous alignez derrière cet appel du président de la République qui nous demande d'ailleurs de taire nos divergences politiques afin de défendre tous pour l'intérêt de la mère patrie? Martin Fayulu a répondu favorablement à cet appel. Moïse Katumbi également, bien qu'il rappelle encore certains engagements qui n'ont pas été respectés, je ne sais pas lesquels. Quelle est votre position aujourd'hui face à cet appel du président de la République? Bon, M. Félix Tshisekedi est appelé à tort. Bon, peut-être à raison, certainement, je l'espère. Monsieur le président de la République, et malheureusement, vous ne l'avez pas appelé chef de l'État parce qu'il n'en est pas digne. Vous savez, pendant que M. Félix Tshisekedi appelait les gens à l'unité, il a procédé par 2 nominations. Il a nommé 2 ambassadeurs. Sur les 2, il y a un Mutombo. Suisse et au Royaume-Uni. Oui, il y a un Mutombo. C'est-à-dire que c'est ça, au fait. Est-ce que c'est un problème? Non, mais attendez. Parmi les choses qu'on lui reproche, c'est le tribalisme. On ne peut pas bâtir l'unité sur fond du tribalisme.
aucune nomination sans Kassai, sans Luba. Aucune nomination. On peut s'en passer des tétés, là, de Songé, l'essentiel. Aucune nomination dans ces pays sans Luba. Lui ne voit l'intelligence que dans le Kassai, dans le Luba. Et voilà pourquoi les autres sont frustrés. Quels sont les signes, quels sont les signaux forts lancés par M. Félix Tshisekedi pour prétendre vouloir consolider l'unité nationale? Qu'a-t-il fait? Il n'a rien fait. Alors, un monsieur comme ça ne peut pas nous inviter, parce que c'est lui qui est le diviseur. C'est lui qui a divisé le peuple congolais. Avant lui, on n'avait pas ces débats du tribalisme en outrance. Il ne fait que ça. Or, c'est lui qui fait la promotion du tribalisme dans un État. C'est un diviseur. Alors, moi, je pense que ceux qui vont répondre à l'appel de M. Félix Tshisekedi, c'est justement pour faire bonne impression. Ah bon? Personne ne peut répondre à l'invitation de M. Personne, aucun Congolais sérieux, conscient, ne peut répondre à l'invitation de M. Félix. Mais comment ça? Parce qu'il n'est pas, il est peu recommandable. Le pays non, mais l'heure est grave. Voilà pourquoi je vous dis. Mobilisons-nous. Non, mais attendez. On va se mobiliser pour faire partie de M. Félix Tshisekedi et ses alliés, le M23, le Rwanda et l'Ouganda. Ne nous invitez pas pour venir les dorloter. Moi, je pense que le Congolais doit... Moi, l'article 104. Moi, je pense que nous devons être trop exigeants et très sérieux et surtout trop sévères vis-à-vis de M. Félix Tshisekedi. Parce que c'est à cause de son père que nous avons le Rwandais aujourd'hui dans nos institutions. Comment ça? Nous avons le Rwandais dans notre armée, dans notre administration. Son père avait fait quoi? C'est à cause des maladresses de son père. Qu'est-ce qu'il avait fait? C'est lui qui avait créé Alliance pour la sauvegarde du dialogue. C'est lui qui a ramené dans la table de négociation le Rwandais pour que nous ayons l'accord global et inclusif. Moi, j'ai pensé que le fils allait corriger. Il ne comprend rien. Je pense qu'il est temps pour le Congolais de construire cette unité sans M. Félix Tshisekedi. Mais attendez, on a toujours pointé du doigt Mouzé Kabila comme celui qui nous a amené les non, mais ici. Non, comment vous Mouzé Kabila ne nous a pas... choses? Non, mais attendez. Moi, je ne réfléchis pas comme Batata Mamabandeko. Mouzé Kabila ne nous a pas amené le Rwandais. Mouzé Kabila est venu avec le Rwandais. C'est différent. Les Rwandais sont venus avant. Parce que Bisengima n'a pas été amené par Laurent Désiré Kabila. Mouzé Kabila a ramené, parce qu'il y avait le Rwandais avant. Mouzé Kabila, avant sa mort... Non, c'est ce qu'on vous dit. Avant la mort de Mouzé Laurent Désiré Kabila, il n'y avait aucun Rwandais dans nos institutions. Sauf peut-être si on considère Kabila comme Rwandais. Il y avait Locha comme chef d'état-major et il y avait Joseph Kabila comme chef d'état-major général adjoint. Dans toutes nos institutions, on avait chassé tous les Rwandais. C'est à cause de 1+4, à cause du dialogue intercongolais que les Rwandais sont venus, ils sont revêtus de la nationalité congolaise. C'est comme ça qu'ils sont entrés. Le brassage, le mixage n'a pas été décidé pendant que Laurent Désiré Kabila était là. Ça a été décidé pendant les assises de Sun City. Et c'est lui qui a ramené le Rwandais, c'est l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue. C'est Étienne Tshisekedi. Très bien, on va terminer. Alors, M. Félix Tshisekedi ne vous a pas dit qu'il avait abandonné l'approche diplomatique. Ce que lui ne veut pas développer, c'est l'approche des guerres. Il vous dit qu'il continue avec l'approche diplomatique. Il reconnaît lui-même que ça a échoué. Lui qui nous a amenés dans cette diplomatie de la honte, cette diplomatie agitée, avec comme résultat la création du M23. Il revient encore dans cette incurie que vous appelez diplomatie, et fort malheureusement, il signe des accords avec les alliés du Rwanda et il pense que les gens viendront pour gober. Moi, je pense qu'il est temps de s'en débarrasser. Très bien, on va terminer cette émission. Selon vous, quelle est la recette pour mettre fin à cette guerre entre le Congo et le Rwanda, mais aussi chasser tous ces groupes rebelles qui opèrent jusqu'à ce jour dans la partie est de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'aujourd'hui, vous partagez l'avis de ceux qui pensent que Joseph Kabila doit échanger aussi avec Félix Tshisekedi, comme Macron venait de le faire avec après, il fera quoi? Et après, proposer à Félix Tshisekedi la recette qui lui avait... Mais pourquoi vous appelez les cancers pour venir résoudre le problème de la malaria?
Pourquoi voulez-vous utiliser les cancers pour résoudre le problème de la malaria? Vaut mieux la malaria que les cancers. En 2012, Kabila avait Vaut mieux la malaria que les cancers. Kabila avait réussi à défaire le... Non, mais vaut mieux la malaria. Non, mais ce que Kabila nous a fait n'est rien à comparer par rapport à ce qu'il y a dans la partie est avec le gouvernement. Apparemment, les gens ne savent pas faire comment évaluer ce qui s'est passé en 2018. On a marché sur le droit des Congolais. On a marché sur notre dignité. On a pris un monsieur comme Félix Tshisekedi, on a fait président de la République en violation de nos droits. Ils ont marché sur notre droit souverain. Là, on parle de la sécurité. Non, mais attendez, mais la sécurité a pour conséquence... Kabila avait réussi à défaire le M23. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit M. Kabila et M. Félix Tshisekedi ont une seule place, un seul endroit où ils peuvent se sentir à l'aise. C'est à la prison. Vous voulez confier l'avenir de notre pays entre les mains de ces deux personnalités-là. Ça, c'est prendre le Congolais pour deux camps. Ne parlez plus de M. Kabila, M. Félix Tshisekedi, il faut le conjuguer au passé. Donc, selon vous, Joseph Kabila ne peut pas inspirer Félix Tshisekedi. Non, mais l'inspirer pourquoi? Pour tricher. À appliquer pour gagner cette guerre. Ne pensez pas que M. Kabila a la formule, il est le Dieu. Non. D'ailleurs, il n'avait pas travaillé seul. Il y a des gens qui ont travaillé. Il y a des gens, que ce soit la SADC, que ce soit les autres pays, ont participé dans ça. Il y a des Congolais qui ont été formés par Mobutu, ont travaillé dans ça. C'est-à-dire que les résultats, c'est vrai, ça fait partie de son bilan, mais il n'est pas les seuls. Mais pensez que M. Kabila et M. Félix, ces dieux-là de malheur, va résoudre le problème, ça c'est vous tromper. Parce que ce que nous ont fait le 10 janvier 2019, je ne pense pas que moi, Congolais, je pourrais pardonner à Kabila ce qu'il nous a fait. C'est lui qui a fait de M. Félix Tshisekedi président. Et vous voyez comment il est en train de patauger. Si vous voulez résoudre le problème congolais, je vous dis, il faut d'abord chercher à réconcilier le peuple et ses institutions. En commençant par la révolution. Deuxièmement... Le peuple est en conflit avec les institutions? Non, bien évidemment, parce que tout ce qui s'est fait, c'est fait contre le peuple. Le peuple n'a pas créé l'État, le peuple n'a pas créé les institutions pour que ces institutions soient utilisées afin d'assouvir les appétits gloutons de la classe politique. Lorsqu'on va réconcilier le peuple et ses institutions, en créant un nouveau cadre, un pacte social que nous appelons la Constitution de la 4e République, on aura des institutions stables. Ce sont ces institutions stables qui vont créer une armée républicaine. C'est l'armée qui va nous imposer, qui va imposer le respect. Ce n'est pas M. Félix Tshisekedi. Il représente quoi? Il représente quoi? Qui le respecte? Même le propre membre de son parti ne le respecte même pas. Il ne représente pas grand-chose. Il faut avoir des institutions stables pour avoir une armée forte. Très bien, on a terminé l'émission. La caméra est là devant vous. Votre dernier message au public et on va se séparer. Je crois que le constituant savait qu'on aurait un jour un monsieur comme Félix Tshisekedi à la tête du pays. Voilà pourquoi le constituant a prévu l'article 64. L'article 64 vous dit que c'est lui qui a eu le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation de la Constitution doit être écarté. M. Félix Tshisekedi a signé des accords en violation de l'article 213 de notre Constitution et l'article 215 de notre Constitution. Aucun de ces accords n'a été rendu public. Parce qu'il fallait que ça soit rendu public avant que ces accords entrent en vigueur. Fort malheureusement, tout le monde a été surpris. Et il s'est permis, lui, il a eu le culot de vous dire qu'il a signé des accords. Ces accords qui sont passés dans leur chaîne à eux, sont passés par le journal officiel. Qui a rendu public les tenants et les aboutissants des accords. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes rattrapés par ça. Je pense qu'il est temps pour nous d'enclencher l'article 64. Parce que si nous laissons M. Félix Tshisekedi continuer avec cette aventure, nous risquons d'être surpris parce qu'il n'a pas la maîtrise des enjeux, il n'a pas la maîtrise de la situation. Je vous ai démontré ici que le Kenya était derrière le financement de la vision Imatuchi. Il en fait de partenaires. Il est en partenariat avec l'Ouganda, alors que l'Ouganda est aussi partie prenante à la crise. Donc, quelque part, je me dis, il faut vraiment envoyer M. Félix Tshisekedi en retraite à anticiper. Au plus vite, ça sera le mieux. Alain Bolodjoa, merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Cette émission est terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles.